Ah voilà, alerte gros film numéro un avec l'Odyssée, évidemment réalisé par Christopher Nolan. Voilà, c'est peut-être le film de l'été avec le Spider-Man qu'on abordera un peu plus tard. Mais voilà, pour le moment, voilà, en mise en bouche, sacrée mise en bouche hein, quand même pour ce soir, l'Odyssée de Christopher Nolan, son nouveau film, là aussi ça fonctionne très très bien. On est peut-être parti sur dépasser le milliard de dollars, là où Oppenheimer était arrivé jusqu'à 900, plus de 900 millions, mais pas loin du milliard. L'Odyssée est peut-être parti pour dépasser le milliard, ce qui est plutôt sain, hein. Ça vient entre obsession, entre Spider-Man, l'Odyssée, machin. Ça montre bien que quand tu proposes des visions au moins intéressantes, pas forcément que tu apprécieras, mais intéressantes, les gens se déplacent. Voilà, les cinémas ne sont pas morts, hein, comme pourrait le dire le PDG de Netflix, notamment, ce genre de choses. Voilà, donc ça me fait plaisir que voilà un genre de péplum un peu ancien fonctionne aussi bien. Euh, Surtout qu'en plus, voilà, ce film-là a coûté plus cher qu'Oppenheimer, notamment. Je pense que l'Odyssée est à 250 millions. Je vous rassure, les 250 millions, on les voit à l'écran. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir d'avoir assisté à un blanchiment d'argent, comme de temps en temps dans certains films de super-héros. Voilà, on te dit ah ben le film il coûte 200 millions et il a un peu une sale tête. Alors bon, c'est non, là ça a de la gueule. En parlant Bon, de c'est déjà une gueule, bonne nouvelle, ça. c'est déjà une bonne nouvelle, tout à fait. Et en parlant de gueule, voilà, la gueule principale du film, c'est évidemment Ulysse. Euh, alors Odysseus, hein, si vous avez vu la VO, c'est un truc qui me fait toujours un peu bugger le cerveau, hein, le fait qu'en anglais Ulysse s'appelle quasiment comme l'Odyssée, Odysseus. Des fois ça me fait un peu bugger parce que j'ai envie de l'appeler Odyssée en français, mais voilà, Ulysse en français. Donc voilà, héros de la guerre de Troie, hein, donc événement raconté dans l'Iliade. Bon, bah après c'est Matt Damon et c'est Matt Damon avec Christopher Nolan. Ça fonctionne bien. Là pour le coup, je crois que c'est son, oui, c'est le premier rôle principal qu'il a avec Nolan. Mais voilà, donc c'est lui un petit peu qui porte le film, en tout cas une bonne partie du film. Rien à redire, hein. Voilà, je vous dis, Matt Damon, c'est un bon acteur. Je pense que je vous apprends pas grand-chose. Il a pas fait que des grands films, mais voilà, je pense que quand il a les réalisateurs avec qui il aime bien bosser, ben, ça marche bien. Il était bon dans Oppenheimer, il était bon dans Interstellar. Là aussi, il est bon. Euh, Bon, il y a le côté un peu, ben voilà, le récit se passe pendant une vingtaine d'années et on voit un petit peu ben, au début et à la fin, donc ils ont un peu trouvé un moyen de le grimer pour qu'il soit un petit peu plus vieux, mais bon, c'est voilà, il faut un petit peu suspendre son incrédulité à ce niveau-là, mais franchement, vu qu'il y a un côté vraiment, ouais, mythe, épique et un petit peu le fait qu'il y ait certaines incohérences en termes de forme, ça me choque moins, hein. Voilà, dans le film, on a Karim et Scylla. Euh, je spoil pas, on les voit dans les bandes, enfin on voit notamment Carib dans les bandes annonces. C'est un vortex, enfin il y a pas de, voilà, parce qu'en plus des fois Nolan il a un peu la réputation de, il utilise jamais d'images numériques, ce qui est faux en plus. Mais voilà, il y a des éléments magiques dans le film. C'est vraiment la première image du film, c'est voilà dans ce monde, enfin ce monde est un monde de magie apparente. Donc il y a le mot apparente, je sais pas ce qu'il a voulu dire là, mais voilà, en tout cas c'est explicité. Il y a les dieux font partie de l'écosystème du machin. Il y a des créatures extraordinaires machin. On voit les géants qu'on voit dans les bandes annonces. Donc voilà, c'est pas une réinterprétation terre à terre du mythe. C'est vraiment voilà quand il y a des choses bizarres, et ben il y a des choses bizarres. Voilà tout le passage avec Circé aussi. Voilà, on va pas être timide là-dessus. Quand il y a des choses cheloues magiques, elles y sont. Donc voilà, Matt Damon, rôle principal en Ulysse, rien à redire, il est très très bon. Et il est pendant une bonne partie du film accompagné par sa troupe, hein, par ses hommes. Et là aussi, rien à redire sur eux. Alors je ne connais pas tous les noms, je sais que notamment son second c'est Amish Patel qui était dans... Il me semble qu'il était dans Tenet, il était aussi peut-être dans Inception, ou alors je confonds et je suis raciste, c'est pas impossible. En tout cas il était dans Tenet, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas voilà, donc alors c'est l'image en bas à droite, on voit que c'est celui qui est un petit peu plus foncé de peau. Enfin voilà, il est Amish Patel d'origine indienne en tout cas. Euh, Euryclé, je crois que c'est ça son nom. En plus, j'ai les noms anglais en tête, donc ça me brouille un peu. Voilà, c'est un nom un peu comme ça. Donc pareil, sa troupe. Rien à redire, il y a quelques acteurs un petit peu marquants dans sa troupe et là aussi. Enfin, tout le monde fait un bon taf. Voilà, il n'y a pas de petit rôle là-dedans. Euh, et on aura notamment l'occasion de reparler de Sinon un peu plus tard quand on abordera
Hélène, le fameux point Hélène. Mais voilà, côté héros principal, rien à redire. Il y a une bonne évolution. Alors, je n'ai pas lu le poème de base, donc je ne sais pas à quel point l'adaptation dévie en termes de rythme, de passage, de thématique, de point de vue sur voilà. Il y a un véritable développement pour Ulysse dans le film qui a raconté un petit peu évidemment. C'est Christopher Nolan qui a raconté un petit peu de manière non linéaire, hein, il aime bien faire ça. Genre, il y a souvent des flashbacks. On commence évidemment par pas mal de choses qui se passent, voilà, avec la capture de Troie. Mais voilà, on y reviendra quand c'est pertinent. Donc voilà, il y a un peu ce récit un petit peu déstructuré en termes de narration temporelle, euh, voilà, qui est un petit peu Est-ce que ça a un intérêt au sein de ce film-là? Oui, Outre le fait que c'est la patte de Nolan, hein, je veux dire. alors il sait sa patte, mais disons que les flashbacks arrivent quand ils sont pertinents, notamment au niveau du point de vue psychique d'Ulysse. Ouais, voilà, c'est des fois, voilà, il y a des thématiques assez fortes du film qui reviennent un petit peu dans une scène et qui sont là de manière encore plus importante et on découvre un petit peu pourquoi il a ce point de vue sur ce Thelme-là, ce personnage-là ou cette déesse-là, ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le flashback pour un petit peu expliciter ben, le pourquoi du comment. Donc c'est pertinent vis-à-vis des personnages. Voilà, c'est un petit peu Ok. je pense que le plus important dans un film, c'est un petit peu servir les personnages et l'histoire. Et là, pour le coup, c'est le cas. Là aussi, côté temporel, un petit peu, voilà, pas décousu, mais voilà, qui avance dans des vitesses différentes. Parce qu'en même temps, on a tout l'histoire numéro B, hein, voilà, la deuxième phase du récit, avec évidemment ce qui se passe avec Pénélope et Télémaque sur Ithaque, avec évidemment toute la cour de prétendants qui veulent la main de Pénélope, et là aussi Anna Tout à fait. Thaoué, très bonne actrice. Euh, on regrettera peut-être le. J'aime pas trop, on va dire, analyser les apparences des acteurs, mais là, il y a le problème, c'est que les acteurs, ils doivent utiliser leur visage, et notamment les femmes. Là, en plus, je dis les pauvres, hein, parce que c'est souvent Hollywood qui force un petit peu à empêcher de vieillir, notamment les femmes. Je regrette un petit peu le fait que Anna Thaoué soit un peu botoxée. Alors, rien d'outrageant, hein, enfin, ça reste une très belle femme, mais ça se voit que dans l'expression des visages, il y a des choses qui restent un petit peu trop figées, alors que ça se voit qu'elle joue très très bien et qu'elle y met tout son corps, sa voix, son intonation, enfin voilà. Mais bon, voilà, c'est l'industrie d'Hollywood telle qu'elle est, et bon, Anna Thaoué reste très très bonne dans le film, voilà, c'est une excellente actrice, rien à redire. Et pareil pour Tom Holland, qui fait probablement sa meilleure performance, en tout cas que moi j'ai vu, mais qui n'est pas le meilleur acteur du film. Donc je pense qu'il lui reste encore des progrès à faire, mais il a le temps, le gonze de Oui. s'améliorer. Il a que 30 ans, donc voilà, il a encore le temps de 29 ans, je crois. Donc voilà, mais il reste très très bon dans le film. Il reste meilleur que notamment dans d'autres Spider-Man qu'il ait pu faire. Donc voilà, là aussi. Et en plus, je pense qu'il avait pile l'âge où. Je pense que s'il avait filmé le film 1 ou 2 ans après, il aurait paru déjà trop vieux. Mais là, je pense qu'on est à peine dans la période. Voilà. Donc voilà, voilà, côté Ithac, en tout cas Pénélope et Télémaque, rien à redire. Il y a des bonnes scènes entre les deux, ils ont une bonne alchimie. Voilà, voilà. Là aussi, il y a du développement sur voilà, les états de pensée sur Ulysse, sur la guerre, sur comment gérer Ithac, etc. Voilà, il y a du développement des personnages, c'est cool, donc voilà, ça reste pas statique, donc c'est bien joué. Et puis c'est beau, alors c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais le film est très très beau, enfin je l'avais dit voilà, qu'on voyait les 250 millions à l'écran, le film est magnifique. Le directeur de la photo c'est Hoyt van Hoytema, qui a bossé avec Nolan, je crois que c'est depuis Tenet ou Dunkerque, c'est le chef-op de Tenet, de Nolan à chaque fois. Euh, il a aussi bossé sur Nope, si vous avez vu Nope, voilà, très très beau film. Donc voilà, visuellement c'est magnifique. À la musique, c'est Ludwig Göransson, donc pareil aussi collaborateur qui devient de plus en plus récurrent avec Nolan. Il a bossé avec lui sur Oppenheimer et sur Tenet. C'est peut-être une de ses musiques les moins remarquables dans le sens je trouve qu'elles se fondaient plus dans le reste du film que dans d'autres films où parfois les orchestrations de Goranson étaient quasiment l'élément central du film. Là, je la trouve plus en retrait. Alors ça reste quand même une très bonne musique, mais il est plus en retrait. Mais il y a
quelques éléments de mise en scène au niveau de la musique, notamment autour de l'arc et des instruments à cordes. Évidemment, voilà. Voilà, il y a notamment un moment dans le film où la corde d'un arc est utilisée de manière qui est calée avec la musique. Voilà, moment très très cool, j'en dis pas plus. Je vais essayer de pas trop spoiler, on va dire, les spécificités de l'adaptation. Après, bon, l'Odyssée, si vous l'avez pas lu, enfin voilà, vous avez eu toute votre vie pour le lire, hein, le récit a des quelques milliers d'années. Mais voilà, je vais essayer de pas spoiler les particularités de l'adaptation. Donc voilà, côté Ithac, rien à redire. En tout cas au niveau de la famille d'Ulysse. On a aussi quelques personnages secondaires que j'ai beaucoup aimés. Alors notamment le personnage qui est joué par John Leguizamo. Donc si vous avez vu notamment le film Mario Bros dans les années 90, c'est Luigi, hein, John Leguizamo. Mais il a aussi joué dans pas mal de trucs, notamment dans je crois que c'est dans le premier ou dans les deux premiers John Wick. Ah putain, Euh, t'es remonté loin là, jamais de la vie je l'aurais reconnu. J'ai vu le film, hein, mais voilà, là, t'en mais manques voilà, beaucoup. c'est Luigi. Après voilà, dans le film, il est grimé, il a les cheveux, il a la perruque avec les cheveux blancs, il a un œil qui est euh, Oh, je crois que même si on le grime pas, hein, enfin voilà, donc c'est John Leguizamo, c'est bien lui. Et alors vous savez évidemment, c'est un vieux qui s'occupe d'un chien, donc évidemment chez moi Ah, ça ça, fonctionne. ça a touché ta corde sensible, là. Voilà, donc mais évidemment, bah oui, il y a tout un truc autour du chien Argos, et évidemment voilà qui fait partie du poème. Voilà, c'est un vieux chien qui attend le retour de son maître, et voilà, moi ce genre de truc, ça marche sur moi quoi. Donc voilà, en plus voilà, il y a le vieux en même temps, donc euh, après, les deux récits d'Homère sont très différents de ce qu'on a fait au cinéma, que ce soit sur Ouais, 3 ou le Retour d'Ulysse. c'est clair. Ah oui, bah, de toute façon, à chaque fois, c'est des adaptations. Et je ne peux que répéter que si vous voulez vraiment la vision, une des visions les plus proches de ce qu'a fait Homer, allez lire le bouquin, quoi, parce que à chaque fois que c'est adapté au cinéma, c'est via le regard d'un réalisateur. Donc c'est qu'il y aura forcément un parti pris, des modifications. Je sais que notamment, je crois que c'est la traductrice qui a écrit la version de l'Odyssée sur laquelle Nolan s'est basé, elle a critiqué le film et tout. Enfin, donc voilà, je pense que c'est un texte qui est tellement changeant. Enfin, vu que bah, c'est un récit qui à la base est transmis de manière orale, donc il y a pas de version absolue de l'Odyssée, c'est pas possible. Donc c'est toujours, voilà, c'est quelque chose qui fluctue, qui est changeant. Donc voilà, il faut accepter que ce soit une adaptation. Il y a des choses hein, sur lesquelles on peut critiquer le film, notamment bah, le fait que l'esthétique, un petit peu au niveau des armures, notamment, elle est pas, elle n'est pas réaliste vis-à-vis des vraies armures de la civilisation grecque de l'époque. Mais après, bah, tu fais des choix pour. J'ai l'impression que là, le choix de Nolan, notamment au niveau des armures, du look du film, c'est peut-être plus pour évoquer l'imagerie collective des gens sur à quoi ressemblaient les Grecs de l'époque. Alors que pas du tout. On serait peut-être plus sur les Grecs il y a 2000 ans et pas il y a 2500, 3000, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'est censé se passer la guerre de Troie, si elle a existé un jour, hein. C'est même pas quelque chose d'établi, quoi. Ouais, ça, il l'avait déjà dit lors du premier film 3, justement. Au bout d'un moment, ça reste un film hollywoodien, tu es bien obligé d'adapter un peu aussi pour en mettre, entre guillemets, plein les yeux. Parce que effectivement, si tu commences vraiment à essayer de faire le plus proche possible de la réalité en termes d'armure, de bouclier, de casque ou même en termes de la ville de Troie, tout simplement, Mm. ah bah là, tu vas faire beaucoup de déçus, hein, je pense. Ça, c'est clair. Ouais, tout à fait. Oui, oui, on s'imagine un monde grec qui a quand même été codifié par plein de séries, par plein d'illustrations, machin. Je pense qu'il a Exactement. plus voulu évoquer ça. Et on peut dire qu'on n'aime pas. Après, dire que c'est un mauvais choix, oui, peut-être, mais d'autres diront que non. Donc voilà. Puis vu que je suis pas un spécialiste historique, j'ai peut-être moins d'attentes à ce niveau-là, quoi. On a aussi le personnage de. Alors, là aussi j'ai la prononciation anglaise qui est Antenos, qui est le personnage joué par Robert Pattinson. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux notamment sa réplique de Somebody get these beggars out of here, qui est hilarante, et en effet elle est hilarante. Enfin, la manière dont Robert Pattinson joue cette espèce de couard lâche, ambitieux, rusé, manipulateur, délicieux. Bon, maintenant je pense que c'est plus vraiment démontré que Robert Pattinson
est un des plus grands acteurs de sa génération. En tout cas, je pense qu'il, s'il continue sa carrière au même rythme que maintenant, je pense qu'il fera partie des grands de son époque sans problème. Et voilà, et là dans le film, il jouait vraiment un parfait connard. Voilà, le connard lâche, quoi, tout ce que vous voulez. Donc voilà, rien à redire. Très bonne performance, peut-être une des meilleures du film. C'est pas le personnage le plus présent, mais à chaque fois qu'il est là, on a vraiment envie de le gifler bien comme il faut. Voilà, hein, Robert Pattinson. Oui, hein, j'aime beaucoup Robert Pattinson. Hâte notamment aussi de voir son film Prime Time qui devrait sortir cette année aussi, où il jouera un présentateur télé qui coinçait des pédophiles à l'époque aux États-Unis. Il a l'air intéressant le film. Voilà, c'est quelqu'un dont la carrière m'intrigue à chaque fois parce qu'il prend alors des risques plus trop maintenant, mais il choisit toujours des projets très différents. Il va pas hésiter à aller jouer des personnages bien chelous, bien bizarres. Donc toujours un plaisir de le voir et il me tarde évidemment de le revoir en Batman. Je vais dire l'année prochaine. Non, dans un an et demi. dans 10 ans. Voilà, colère, colère. Colère, colère. Les survivants de Troie auraient été l'origine du peuple de Sicile avec qui ça. On en reparlera après Matt des survivants de Troie et un petit peu des conséquences de la guerre. Ce sera le seul segment spoiler, donc je te ferai signe. Ça va durer 30 secondes. Enfin, spoiler. Ah, j'ai la référence de l'image. C'est-à-dire la référence de l'image. Oh, quand même, la planète des singes. Ah oui, oui, voilà, c'est en bas à droite. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un côté Oui, oui. très, oui, monument dans le sable. Et apparemment, de ce qu'a dit Nolan, cette image, voilà, du cheval de Troie un peu enterré à moitié dans le sable et dans l'eau. Apparemment, c'est une vision qu'il avait depuis plus de 20 ans parce qu'à la base, Nolan était censé réaliser Troie. Avant que ce soit Peterson, c'était lui qui, enfin, pendant un moment, c'était lui qui était censé le réaliser. Donc, je pense qu'il avait un petit peu fait travailler son cerveau. Et quand il a pas pu réaliser 3, il me semble que peut-être la Warner lui a dit: Tu veux pas faire un film Batman pour nous? Et bon, voilà, la suite on la connaît. Mais donc je pense qu'il a cet imaginaire, cette époque-là depuis un bon petit moment. Et évidemment, voilà la séquence de, voilà, oui, ce cheval euh, sur la plage, image magnifique, magnifiquement bien filmé aussi hein, par Hoyt van Hoytema. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que le cheval a vraiment l'aspect d'un cadeau qui n'a pas pour but d'être un piège en fait à la base. Il y a des interprétations du cheval qui a des roues par exemple, donc il est fait pour être transporté. Là, c'est vraiment le cheval, il a été laissé là, qui a à peu près l'air d'être à l'abandon, gardé par une seule personne, qui ne savait pas forcément, voilà, qui n'était pas au courant de la duperie des soldats cachés à l'intérieur. Donc c'est vraiment voilà, j'ai bien aimé le côté qu'on montre bien que ce genre de tactique, ce genre de méthode, c'est des méthodes qui sont assez extrêmes, mais qui donnent des images très très cool aussi. Mais voilà, il y a plein de Nolan, mais plein de détails dans comment il raconte les événements pour montrer que il s'est passé des choses horribles. La technique même du cheval de Troie, en fait, les gens qui sont à l'intérieur, ils en ont chié leur race. Enfin voilà, donc c'est plein de trucs comme ça que j'aime beaucoup. Dire que Nolan est anti-guerre, c'est pas très choquant, hein. Son dernier film, c'est Oppenheimer, donc voilà, c'est tout le propos. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on montre tout ce qui entoure oui, l'Iliade, le siège et la prise de Troie n'est jamais vraiment montré comme une bonne chose. Oui, voilà, ne vous attendez pas. Enfin, c'est épique, mais c'est pas montré en mode comme un côté épique et glorieux à la fois. C'est un côté épique, mais catastrophique en même temps. Donc voilà, c'est un détail que j'aime beaucoup. Et pareil pour le personnage d'Agamemnon, voilà, qui a un look à la Dark Vador qui est là pour le coup est absolument pas réaliste en termes d'histoire, en termes d'armure et tout ça, mais c'est vraiment évoquer l'image d'un souverain qui a une armure qui est, je pense, absolument peu pratique, mais il a jamais besoin. Voilà, c'est aussi la force, le charisme, l'aura du personnage du roi, c'est qu'il a l'air intimidant, mais il a jamais besoin de faire quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il l'est, hein, voilà. Donc voilà, et c'est notamment l'acteur qui le joue, c'est Benny Safdie, qui est notamment un réalisateur assez connu. Voilà, parce que les frères Safdie, ils ont fait notamment Good Times avec Robert Pattinson. Le frère de Benny a fait notamment Marty Suprême l'année dernière, cette année, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Donc voilà, à la base c'est un réal, mais qui commence à avoir quelques rôles par-ci par-là, qui avait un rôle dans Oppenheimer notamment. Donc là aussi, personnage utilisé avec parcimonie,
mais c'est comme ça qu'il faut faire pour vraiment créer un personnage mythologisé dans le sens où voilà, il a besoin de rien faire et toute cette armada est là pour lui et machin et tout ça, mais c'est pas pour autant que ça reste un winner jusqu'à la fin et tout se passe bien et machin et c'est un chic type. Loin de là, c'est un peu un sombre connard, hein, je vous dis pas pourquoi, mais voilà, c'est pas pas un mec très appréciable, on va dire ça comme ça. Après, dans Begins, Bruce c'était pas un peu Ulysse. Il met combien d'années pour rentrer à Gotham? Oui, oui, le périple de Bruce Wayne dans le monde pour revenir chez lui, badass et machin. Bon, il y a des différences, mais tout le côté de. L'Odyssée est un récit tellement élémentaire qu'il a inspiré je ne sais combien d'œuvres. Tu peux dire aussi que ben, Voyage vers l'Occident, tu peux aussi. Enfin, toute histoire qui raconte un grand voyage, des transformations, des conflits est basée enfin, sur l'Odyssée d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit inconsciente ou pas. Voilà quoi. Euh, Ouais, tout à fait. Le fait que oui, Agamemnon reste un dirigeant hypocrite parce que alors il fait jamais rien et il n'est rien sans son peuple et son armée. Après, on le montre quand même prêt à sacrifier des choses assez importante pour arriver à ses fins. Mais c'est vrai que oui, on le voit pas, on le voit jamais lever le petit doigt pour ne serait-ce que aider ses soldats ou machin. Là où Ulysse, lui, va être plus dans la mêlée. Alors Ulysse, c'est pas un roi d'une même envergure que Agamemnon ou même Ménélas. Mais que ce soit Ménélas ou Ulysse, on les voit aller vraiment dans le cambouis, faire des trucs, pas faire toujours des trucs très sympas, mais au moins ils sont dans l'action. Agamemnon, c'est vraiment, il fait de l'aura farm, comme disent les jeunes. Il est là, il a l'air cool dans le cadre, et puis c'est tout quoi. Il n'a pas besoin de faire autre chose. Quand je parlais voilà de la prise de position de Nolan sur le fait que ben, il démontre un petit peu tous les événements liés à Troie et ses conséquences comme quelque chose de néfaste, euh, c'est pas c'est pas moi qui le sors de mon derrière hein, pour rester poli. C'est on va dire explicité. Alors explicité oui et non parce que c'est pas dit, on va dire de manière oh en fait ce qu'on fait c'est mal, mais c'est montré au fur et à mesure du film, notamment via le personnage de Circé, qui n'a pas forcément de lien avec la guerre de Troie, mais par sa peur des soldats, des hommes, on voit bien que c'est une femme qui a été au moins agressée ou menacée ou harcelée par, par des gens comme les troupes d'Ulysse à une époque ou à une autre. Voilà, des gens qui viennent tout piller, qui viennent abuser de son hospitalité, etc. Tout l'arc autour du personnage de Zendaya qui incarne euh, à la fois Athéna, mais aussi un autre personnage. Voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est, je pense, une des déviations notamment vis-à-vis du, du bouquin de base ou ce qui se passe pendant la prise de Troie vis-à-vis de ce qui se passe dans le temple d'Athéna. Je croyais pas tout à fait la même chose dans le film et dans le bouquin, donc je peux pas trop en dire là-dessus. Mais pendant la plupart du film, elle est là en tant qu'Athéna, notamment auprès du personnage d'Ulysse. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qui. Voilà, c'est Athéna, déesse de la guerre, hein, donc c'est un petit peu tout ce qui s'est passé autour d'Ulysse durant la guerre est symbolisé par Athéna. Et donc voilà, il y a tout un cheminement sur ce qui a été fait pendant la guerre, ce que Ulysse pense de ce qu'il a fait pendant la guerre, ce que Ulysse pense de la guerre tout court, et un petit peu son état d'esprit sur vis-à-vis de rentrer à Ithaque, etc. Et c'est voilà, c'est dans ces personnages-là aussi que c'est que c'est le plus clair, le plus évident, voilà, qui a tous mis cela. Zendaya aussi, hein, qui joue très très bien. L'actrice qui joue Cersei, je vais aller chercher son nom parce on la voit pas beaucoup. Là aussi, le film c'est beaucoup de séquences individuelles, Carrie Bessila, Circe, puis le bétail d'Apollon. Enfin voilà, donc c'est plusieurs voilà, et donc Circe on la voit pas tant que ça mais on a l'occasion de l'avoir notamment discuté avec Ulysse. Et je vais aller chercher le nom de l'actrice parce qu'elle joue très très bien. Elle a très peu de temps dans le film, mais elle marque beaucoup. Et apparemment, euh, c'est la deuxième personne après Heath Ledger à avoir reçu les applaudissements de l'équipe sur le tournage à la fin d'une scène. Et ça se comprend hein, parce qu'elle est très très bonne hein, dans le film, il y a aucun questionnement là-dessus. Et vu que voilà, vu qu'apparemment elle a tellement marqué l'équipe de Nolan, j'ai quand même envie d'aller voir le nom de l'actrice. Ce serait un peu con de pas lui rendre hommage. Alors, Samantha Morton, voilà. Samantha Morton a voilà très très bonne performance. Donc oui oui bon j'essaie de me souvenir de tout le monde mais c'est compliqué. Donc voilà, très bonne séquence. En plus ils utilisent il y a la fameuse séquence des cochons. La manière dont c'est représenté,
Ça se voit que c'est un effet pratique, hein. Il y a pas mal, je pense, d'utilisation ouais, d'éléments enfin ouais, d'éléments, je sais pas si on dit pas prosthétique en français, c'est des sortes je pense que c'est un mélange de maquillage et de de maquillage et de prothèse. C'est très très cracra, mais ça fonctionne bien pour le coup. Donc voilà, en termes de jeu et même en termes visuels, il y a notamment une séquence où quand les hommes du lit sont en train de manger la nourriture chez Circé, ils ont, je pense, inversé. Alors, c'est pas sûr, hein, c'est moi qui cru voir que c'était cet effet-là. Euh, Ils ont, je pense, inversé l'image. Enfin, ils l'ont mis à l'envers. Enfin, à l'envers. Ils l'ont fait défiler dans le sens inverse, hein, comme si tu rembobinais enfin, une VHS. Je parlerai aux plus vieux d'entre vous là-dessus. Quand ils mangent, ils ont vraiment l'impression qu'au lieu de cracher, enfin, au lieu de manger, c'est comme s'ils La chaise, aspiraient c'est la la vie. nourriture. Et c'est assez déroutant. Donc, voilà. Donc toute la séquence chez Cersei, enfin Circe du coup, Cersei, est assez déroutante et en plus voilà, elle joue très très bien, donc rien à redire. Et là aussi, voilà, c'est le point Hélène, le point Hélène de la partie. Vraiment, oui, ouais, on la voit 3 minutes à tout péter, donc franchement, si vous n'êtes pas fan du casting, bon, elle va pas vous ruiner l'expérience, hein, loin de là. Moi, j'avoue que je m'en fous un peu, enfin, de son apparence, tant que c'est une belle femme, parce qu'évidemment, le seul vrai truc à respecter chez Hélène, c'est que c'est un visage censé être beau. Alors bon, après, il y a toujours l'exagération des machins. Voilà, c'est le visage qui a lancé 1000 navires, hein, si je dis pas de bêtises. On la voit pas beaucoup, mais détail, c'est que on voit, on va dire, les conséquences de sa vie conjugale avec Ménélas pendant une vingtaine d'années sur son visage. Et j'ai trouvé que ça appuyait vraiment le côté de euh, les poèmes, c'est bien beau, c'est bien mignon, c'est très romantique. Tout ce qui se passe autour d'Hélène, oui, si tu veux aborder ça d'une manière un petit peu plus réaliste, dans de gros guillemets, oui, je pense que Ménélas n'était pas non plus un chic type. Et le fait qu'Hélène soit pas bien traitée, bon, ça me surprend pas trop, quoi, finalement. Donc, voilà, c'est un petit détail que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, on la voit pendant peut-être 2 scènes à tout péter. On voit aussi l'actrice à un autre moment parce qu'elle joue aussi la sœur jumelle d'Hélène, Clyménestre, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, oui, on la voit pas tant que ça, donc ça va pas vous gâcher l'expérience. Et dernier point, salut Mac, j'espère que tu vas bien. Salut Mac. Dernier point sur ce côté un peu woke de ma part, hein, je le revendique fièrement, c'est toute la question des peuples de la mer. Si vous êtes un peu féru d'histoire, notamment, ou de l'Odyssée, il y a toute cette question des peuples de la mer qui sont apparus à la fin de l'âge de bronze, qui auraient causé la chute justement de cet âge de bronze et de toutes les civilisations qui constituaient cet âge de bronze. Et alors je sais pas si c'est abordé dans l'Odyssée à la base, mais là en tout cas c'est abordé de manière récurrente dans le film comme étant voilà la nouvelle menace après voilà la grande guerre qu'il y a eu à Troie et c'est un petit peu mobilisé tout le monde grec. La nouvelle menace qui arrive et il faut s'y préparer et il faut notamment un nouveau roi à Ithaque parce que les peuples de la mer arrivent et c'est des gens qui violent la loi de Zeus qui est un élément très important du film. La loi de Zeus c'est un petit peu la règle de quand tu offres ton hospitalité à quelqu'un, enfin n'importe qui peut jouir de l'hospitalité de d'autres personnes parce que c'est la loi de Zeus et ben, quand tu vas chez les gens sont plus ou moins obligés de t'accueillir, de te nourrir, voilà, de s'occuper de toi, parce que voilà, parce que ça pourrait être potentiellement un dieu qui se déguise en venant chez les gens. Et si tu maltraites tes invités, ben, si ça se trouve, ben, si c'est Zeus l'invité en question, ben, il va te foudroyer, machin. Donc voilà, c'est un petit peu voilà. Du coup, tu dis qu'il y aurait un mélange en gros de faits, avérés, historiques et le poème, c'est ça? Avec cette intervention Euh, des peuples venus de la mer? ben, en tout cas, je sais que enfin les fameux peuples de la mer, c'est des choses qui sont vraiment, enfin en tout cas qui sont plus ancrées dans la véritable histoire que ben, l'Odyssée. Là où l'Odyssée, Mais c'est présent dans le film, je veux dire, c'est ça? Parce que je l'ai pas vu, rappelle-toi, c'est ça que je oui, demande. ah oui, mais Ce ouais, point-là, il est développé? ah, OK. parce que du coup, moi je demandais si les peuples de la mer étaient une notion abordée dans l'Odyssée version poème Alors classique. alors moi j'ai lu les 2, Odyssée et Iliade. Encore une fois, tu l'as dit toi-même, il y a pas mal de traductions. Maintenant, je pense que pour se planter sur un truc pareil, il faut déjà y aller. Donc je pense que toutes les traductions auraient à peu près abordé ce point. Et même si ça remonte à loin, ça ne me parle pas. Ok. C'est pour ça que
Je pense que du coup, tu as peut-être ici peut-être une dimension un peu plus historique qui a été rajoutée au film. Ouais, Après, peut-être que c'est abordé dans les bouquins et que je m'en souviens ok, plus. C'est possible aussi, mais franchement, ça me parle pas. ok. Voilà, c'est peut-être l'élément le plus réel du film. Ça pour le coup, alors en plus, c'est quand même une C'est notion pas le assez. Cyclope. Non, 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 malheureusement. Oh. Mais oui, la notion des peuples de la mer, c'est sans doute peut-être la seule ajout du coup qui est historique. Et encore, on sait pas qui ils étaient, machin. Peut-être qu'en fait la chute de l'âge de bronze a été causée par d'autres trucs, mais en tout cas c'est un élément théorique historique qui est, enfin, c'est une théorie qui a été réfléchie pendant un bon bout de temps. Donc je pense que c'est peut-être le seul gros truc historique entre guillemets, parce que là aussi la notion est floue. Parce qu'après le reste c'est dans ce que je sais de l'Odyssée de manière assez classique. Donc voilà. Mais il y a toute cette question des fameux peuples qui arrivent dans les villes et dans les îles et machin et qui brisent la fameuse loi de Zeus, qui n'ont aucun honneur, aucun code d'honneur, aucune manière, enfin voilà, qui pillent, qui tuent, machin. Et il y a tout un retournement sur qui sont. Alors le film prend le parti de dire qui sont les peuples de la mer. J'en dis pas plus. En tout cas, c'est un parti qui prend. Euh, Et j'ai trouvé très très cool ce rebondissement parce que ça permet un petit peu de, si t'as pas un petit peu compris certaines prises de position de Nolan sur la guerre de manière plus globale, mais aussi sur comment on fait société, en fait, à l'époque ou même aujourd'hui, hein, parce que le film il a beau se passer il y a des milliers d'années, ça parle de notre monde à nous, hein, et c'est avec cette fameuse notion des peuples de la mer qu'on s'en rend compte, où il y a tout un truc où bah, le film parle des gens qui n'arrivent plus à faire société, qui brisent un petit peu tous les codes qui existent entre nous, et on a plus moyen de coexister, de communiquer, de se comprendre. Et la peur transforme des gens qu'on connaît parfois en menaces ésotériques et qui peuvent faire basculer des civilisations. Donc voilà, toute la question des peuples de la mer, je pense, du coup, vu qu'apparemment c'est un ajout par rapport aux écrits d'Homère, il y a, en tout cas pour cette adaptation-là, je trouve que ça s'inscrit très bien dans le propos que Nolan veut avoir. Donc voilà, et en plus ça fait un petit twist sympathique, donc voilà. Et vu comment les gens se sont comportés avec notamment Lupita Nyong'o, ce serait bien que nous ne devions pas les peuples de la mer de notre temps, hein, voilà, il faut respecter la loi de Zeus. Voilà, c'est bien d'être sympa, de savoir accueillir, de savoir être accueilli aussi, c'est pas mal. Et je pense que si on appliquait Au-delà avant le discours, c'était juste les mecs, au bout d'un moment, ça serait bien d'être juste un bon être humain, tu vois. oui, Là, ça va plus loin. C'est en mode, si tu veux pas que Zeus te défonce ta race, il faut être. voilà. Bah, à l'époque, ils craignaient la justice divine. Maintenant, je sais pas ce que les gens craignent. Le fait d'aller en prison, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, dans le meilleur des cas, la meilleure raison d'être altruiste, d'accueillir les gens, d'avoir de la compassion, c'est juste être une bonne personne en soi. Faire des bonnes choses est une récompense en soi, normalement. Mais bon, c'est plus compliqué, plus facile à dire qu'à faire, quoi. Euh, Oui, moi, je suis d'accord, Matt, tout à fait d'accord, très très d'accord. Mais voilà, et alors verdict, je suis pas revenu sur tous les points du film parce que alors oui, il y a le Cyclope, oui, il y a le passage avec les sirènes, oui, il y a le passage avec Caribe et Scylla, il y a le passage avec le bétail d'Apollon, il y a le passage avec la fleur du lotus et Calypso. J'ai même pas parlé de Calypso qui est joué par Charlize Theron. Là aussi, bon, ouais, c'est Charlize Theron, hein, c'est une très bonne actrice, hein, voilà. Euh, Parce que je voulais pas vraiment tout dévoiler de comment, à quoi ressemblaient les choses. Je voulais vraiment avoir un point de vue thématique sur les choses. Mais le Cyclope, la séquence était bien en termes de son, en termes d'image. Il y a vraiment l'impression que c'est vraiment un gros mec. Alors je crois qu'ils ont utilisé une espèce de grande marionnette et tout. En plus j'aime beaucoup l'acteur qui joue le Cyclope, il s'appelle Bill Irwin, qui notamment jouait les robots d'Interstellar. Voilà, Tars et Case, c'est lui qui faisait aussi les robots dans ce film-là. Et c'est aussi un des acteurs principaux de la série Légion. Légion version X-Men machin qui est sur Disney+, qui joue Carrie version homme, parce qu'il y a aussi Carrie version femme. Voilà, c'est Carrie version homme dans Légion. Voilà, acteur que j'aime beaucoup. Voilà aussi Cyclope, séquence qui fonctionne bien. Ça, il y a un seul truc qu'ils ont.
pas mis dans la séquence du Cyclope et c'est un peu dommage et je comprends pas pourquoi il l'a pas fait Nolan, mais en tout cas la plupart des éléments sont là, le truc avec les moutons, avec l'aveuglé, machin, la flèche, tout ça, donc voilà, Poséidon, tout ce que vous voulez. Euh, Petite déception avec, enfin petite semi-déception avec le passage des sirènes, euh, où il a choisi de la représenter de manière assez indirecte, où on voit qu'il y a des sirènes, donc voilà, mais on les voit assez de loin, dans la brume, etc. Donc on n'a pas un aperçu clair, et je peux comprendre le fait de obscurcir certains éléments parce que ça les rend plus mystérieux, plus ésotériques, etc. Et ça va bien avec le côté, oui, poème épique, machin, on n'a pas tous les détails. Mais c'est dommage parce que pour le Cyclope, je trouve qu'il a été bien représenté. Pour Carib et Scylla, ils ont bien été représentés. Que ce soit le Vortex ou même l'espèce de monstre sur la falaise, voilà, c'était cracra dégueu. Voilà, j'ai trouvé qu'il a bien adapté ces monstres-là et je trouvais dommage qu'il ait pas fait la même chose pour les sirènes. Mais je peux comprendre le fait de le passage des sirènes, on le voit du point de vue du bateau et on n'en bouge pas. Parce qu'on reste avec Ulysse qui est attaché au mât et on n'en bouge pas. Et voilà, je peux comprendre le choix de mise en scène. Il est louable, il est respectable. J'aurais bien aimé voir un meilleur aperçu des sirènes. Et non, je le dis maintenant, et non, c'est pas juste pour voir l'horloge à l'air, hein, bien sûr. J'en ai pas On te besoin. connaît, hein. Voilà, j'ai pas besoin de ça, moi, pour le coup. Alors, je complète un peu, je sais Oui, pas si tu sais, mais alors autant je sais pas comment ils se sont démerdés donc avec les Cyclopes, autant je sais comment ils se sont démerdés avec Matt Damon. Ils ont fait appel à Devin Dalton, qui est une cascadeuse assez connue pour être à la fois baraquée, très baraquée et bah, petite. Et c'est comme ça que du coup, tu arrives aussi à faire un peu, bah, forcément, la différence de taille, puisque l'actrice, je crois qu'elle fait à tout casser 1,50 m ou 1,60 m. il y a il y a la séquence, alors je sais pas comment il s'appelle, il y a la séquence des grands hommes, les grands individus, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'est mentionné dans les trailers, hein, c'est pas un spoil, mais il y a une séquence où Ulysse et ses hommes arrivent dans une forêt euh, où ils croisent Oui, c'est la scène-là que je parlais. ah Ah, voilà, c'est pas les Cyclopes, là. alors je crois pas que ce soit des cyclopes, en tout cas Bon, en tout cas, ils avaient une c'est dans la armure. scène là où elle est intervenue, effectivement, Voilà, donc la il y a cascadeuse. ouais, il y a les grands soldats en armure qu'on voit dans la bande-annonce, et en effet, oui, pour cette scène, ils ont pris des personnes très grandes pour jouer les gens en armure, et pour les soldats, ils ont pris des gens beaucoup plus petits, et du coup, c'est comme ça, et après, bon, tu filmes d'un certain angle et tout, et machin, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire la, toute la scène avec des rapports de taille assez convaincants. Et il y a même aussi une séquence où on voit ces grandes personnes secouer un bateau, et là aussi, j'ai pas eu de. Enfin, ça avait de la gueule et j'avais pas l'impression de voir un effet numérique, soit composite, soit généré à 100%. Donc à ce niveau-là, là Nolan aussi, nous prouve à chaque fois qu'on n'a pas besoin d'IA à tire-larigot. ouais, ouais. Après, il y a des trucs en CGI. Il n'y en a pas beaucoup parce que je pense qu'il utilise vraiment quand il en a vraiment besoin. Et le peu où il y en a, et c'est très bien fait parce que je pense qu'il doit concentrer ses ressources sur très peu d'éléments. Notamment, je sais que pour Carib, le vortex, le tourbillon dans la mer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux jet skis et ils les ont fait tourner pour faire le vortex. Après, bon, ils ont camouflé, voilà. Mais en tout cas, ils ont toujours voulu ancrer certains éléments dans le réel pour avoir la bonne interaction avec l'eau, le machin, tout ça. Et après, voilà. Et pareil, mais Scylla, évidemment, c'est un truc en image de synthèse. Alors, quand Scylla chope les gens sur le bateau, c'est vraiment des gens qui ont été yoinkés avec des câbles et tout, donc on voit vraiment les gens des fois passer à travers les voiles parce qu'ils ont été pris par le monstre, et c'est juste qu'ils ont remplacé le monstre derrière, mais il y a quand même des éléments où tu vois que c'est du concret, du machin, donc ça aide aussi à vendre les effets numériques. Donc voilà, quand le film il a de la gueule de bout en bout, voilà quoi. Donc rien à redire là-dessus. Et puis la fin fonctionne bien, le retour d'Ulysse, un gros spoiler, attention, euh, le retour d'Ulysse à Ithaque fonctionne très très bien. Il y a des Il te fait quoi exactement, le film, il te couvre quoi? Il te couvre pas quand même, l'Odyssée et l'Iliade? Non, l'Iliade, c'est vraiment, on voit quand les soldats de Troie récupèrent le cheval, ils l'amènent dans la ville, on voit la prise de Troie, mais là de manière un petit peu plus fragmentée, mais on voit quand même la prise Ouais. de Troie. On voit quelques passages avant même que Ulysse ne parte d'Ithaque pour la guerre, en flashback. Euh, Mais sinon, on se focalise avant tout sur l'Odyssée.
Ah oui, après 85% du film, c'est à partir du moment où ils partent de Troie et Cyclope, Sirène, Donc pour le coup, Caribsilla. le cheval, c'est vraiment juste un argument marketing, quoi, au final. Ça représente pas le gros du film. Non, 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 mais il est important. On le OK. voit assez souvent. Il y a tout Bah, un, il y a pourtant oui, comme d'hab, mais il est important et il y a tout un truc autour du personnage de Sinon dans le film qui est interprété par Elliot Page, qui lui aussi en a pris plein la gueule parce que Elliot Page a le malheur d'être un homme trans. Donc quand les gens ont appris qu'il jouait un homme, un soldat, machin, les gens ont cru pendant un temps qu'il allait jouer. Pendant un temps, les gens ont cru que Elliot Page allait jouer Achille. Il joue pas Achille. On voit pas Achille dans le film. Achille il meurt avant la prise de Troie, si je dis pas de bêtises, il me semble. Ou pendant, je sais plus. Donc voilà. Elliot Page ne joue pas Achille, il joue Sinon. normalement, Achille, il meurt avant, effectivement. Voilà, donc il n'y a pas de, y a pas de Achille, spoiler, il n'y a pas de Achille, mais bon, voilà, en termes de. Voilà. Voilà, donc Elliot Page n'est pas Achille, pas besoin de faire un caca nerveux, machin. Oui, c'est un homme trans, mais enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, déjà là aussi, c'est pas un personnage qui est très important narrativement, mais la présence du personnage en lui-même, ça reste un rôle secondaire et qui en plus est bien utilisé. Voilà, donc, là aussi, franchement, voilà. Il y a aussi une séquence dans Hades. Alors Hades, les enfers grecs, hein, pas le dieu. Là aussi, ils ont utilisé des sables de plage noirs et tout pour faire un petit peu un environnement plus, différent, autre, bizarre. Là aussi, rien à redire. Très très belle séquence. Dans les séquences plus mystiques, fantastiques, il réussit bien. Ça reste assez terre à terre et c'est pas très haute fantasy machin avec des monstres partout, mais il y a un côté un petit peu sobre. Ça reste, c'est Nolan, hein, donc ça reste très sobre, très épuré machin. Mais c'est fait avec talent. Donc même si c'est pas vraiment la vision que j'aurais des enfers, c'est fait avec tellement de talent et ça se voit que tout le monde fait son maximum en termes de musique, de costumes, de couleurs, de photographie, que voilà, ça donne envie quoi. Salut Desert Stark. Bonsoir, les Assarques. La forme? Pourtant il est le champion, il le point de la Discord. Ouais, c'est vrai que oui, oui. Après, on reste vraiment sur l'aspect humain du conflit. Ça va très bien, Desert. Euh, on reste ouais, sur vraiment l'aspect humain du conflit, même si on sait que les dieux sont très probablement réels dans ce récit-là. Leur présence est vraiment beaucoup plus indirecte que vraiment, on les inclut pas vraiment dans les mécanismes de l'histoire, etc. Donc voilà. En tout cas, verdict, si vous le pouvez, allez le voir au cinéma. Si vous pouvez encore plus, allez le voir en IMAX, euh, que ce soit de l'IMAX, du faux IMAX ou du vrai IMAX si vous habitez pas loin de Montpellier. Si vous pouvez aller le voir en IMAX 70 mm, allez-y. Je pense qu'il vaut le coup. Après, ça coûte cher et tout le monde n'a pas accès, je peux comprendre. Mais en tout cas, si vous pouvez au moins le voir en salle, je pense que c'est Christopher Nolan. Il fait des films qui sont vraiment très impressionnants visuellement pour les salles de cinéma. Donc, le film fait 2h45. Je l'ai trouvé bien rythmé. Je me suis pas fait chier. J'ai trouvé que c'était bien. Il se passe suffisamment de choses à droite et à gauche. On pourrait croire que ce qui se passe sur Ithac au final est pas hyper intéressant par rapport à l'Odyssée. Mais vu on passe plus de temps quand même avec Matt Damon qu'avec tout ce qui se passe sur Ithac. Donc j'ai pas l'impression qu'on nous gave Ithac à fond machin. Donc c'est bien dosé, les gens jouent bien, la musique est bien, c'est un film qui est très très beau, qui je trouve dit des choses très intéressantes et très pertinentes sur comment on fait société de tout temps, hein, de tout temps, de n'importe quelle époque. Donc oui, ça reste un bon film. Si vous n'êtes pas fan du style de Nolan, c'est dans son style, hein, donc vous n'allez pas aimer, mais voilà, c'est du style de Nolan. Pour moi, il a bien adapté l'Odyssée. J'ai pas lu le truc, donc je pourrais pas qualifier l'adaptation. En tout cas, en tant que produit vraiment filmique à l'arrivée, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien joué, j'ai trouvé ça bien produit. C'est un très bon. En fait, c'est un bon blockbuster épique, un peu péplum machin. Donc, allez le voir sur le plus grand écran possible. Et puis voilà quoi. Vous me direz si vous avez aimé ou pas, mais les séances IMAX 70 mm de Montpellier sont complètes pendant des semaines encore. Ça m'étonnerait pas, franchement. C'est la seule salle de France, donc à moins que. Alors, si vous habitez plus du côté de la Belgique,
ou du côté du tunnel de la Manche, il y a des salles en Belgique et des salles à Londres. Donc vous pouvez aller le voir en IMAX 70 mm là-bas. En tout cas en France, la seule vraie salle à IMAX 70 mm, c'est l'Odysseum, cocasse, l'Odysseum de Montpellier. C'est la seule en France. Il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas à Lille, il n'y en a pas à Bordeaux, il n'y en a pas à Marseille. Montpellier, la seule. Voilà. Et donc si vous habitez près de la Belgique, il y en a à Bruxelles, machin. Ah oui, donc voilà, je sais qu'on a des Belges dans le chat. Il y en a en Belgique. Je crois qu'il y a deux ou trois salles en Belgique, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y en a au moins une, c'est sûr. Donc voilà. Alors, je sais que la Belgique, c'est petit, mais il y a plus qu'une salle, hein, quand Attention, tu vas nous énerver nos viewers belges. Attention, attention, attention. elle t'a donné de très bons conseils. Bon, j'en rajoute un quand même, hein. Lisez l'Iliade et l'Odyssée, hein, tout simplement, ça défonce. Ce sont des immenses classiques, c'est pas pour rien. Et si ça n'a pas changé, ils sont gratuits sur les applications de lecture aussi. À l'époque, ils étaient gratuits, c'est comme ça que j'avais pu les relire. Pour n'importe quel film dont on parle qui est adapté notamment des comics, on vous conseillera toujours aller lire les origines, le matériau de Tout base. à fait. Ça pourra que vous enrichir et votre culture et votre appréciation du film potentiellement. Donc Bon, surtout qu'on parle toujours de, entre guillemets, de poèmes, bah, parce que ce sont, c'est tradition orale. voilà. Mais enfin, c'est pas du Arthur Rimbaud. Enfin, tu comprends ce que tu lis, quoi. N'ayez pas peur, quoi. C'est largement accessible. Toute la poésie n'est pas des vers en rythme, des fois c'est juste de la prose classique, et ça Exactement, reste, mais je voilà. sais pas ce que les gens ont en tête, donc je préfère le préciser. Ça serait dommage de passer à côté sur un malentendu. Oui, tout à fait. Allez lire les comics et passer par le lien affilié MCC. Absolument. C'est Mac qui l'a dit dans le chat. Grand sens commercial, Mac, bien sûr, on le Voilà. remercie. Tu aimes les Cyclopes? Alors, les X-Men, non. Ouais, ouais. J'ai cru que tu allais faire la ligne. Tu aimes les films de gladiateurs? Et bon, ça, Oh yeah! C'est bon ça. voilà.